Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes évidemment toutes les trois ravis d'être là avec vous. Donc moi je suis Joséphine Simray, je dirige l'activité de conseil chez RaiseLab et chez RaiseLab on a pour mission d'aider les grandes organisations et les ETI à mettre en place des alliances stratégiques avec des acteurs externes. Donc, on les aide à résoudre des problématiques business, mais aussi des grands enjeux stratégiques à travers la mise en place de collaborations avec des acteurs technologiques innovants, qui peuvent être notamment des startups. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques temps, on a fait le constat que plus des 2/3 des missions qu'on réalise sont en lien avec cette grande notion d'impact, en tout cas des enjeux stratégiques liés à la durabilité. Et donc les entreprises qu'on accompagne se rendent compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de sujets de durabilité qu'elles ne peuvent pas adresser ou en tout cas solutionner seules par elles-mêmes. Et donc on les aide à aller chercher les bons acteurs. Et ça nous semblait intéressant aujourd'hui de regarder cet angle-là un petit peu plus en détail avec nos deux intervenantes qui se présenteront évidemment pour comprendre un petit peu comment, et notamment dans des entreprises industrielles avec des enjeux à la fois de science et de recherche et développement très forts, comment l'innovation technologique et comment des acteurs externes peuvent venir aider à aller plus vite, à prendre des positions sur un marché et à résoudre un certain nombre de grands enjeux qu'on va voir tout de suite. Et donc, je laisse Nathalie Masson et Maria Dalcosiba se présenter. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être ici ce matin avec vous. Donc je suis Nathalie Masson, la directrice innovation et développement d'Unitaire Pharmaceuticals. Donc nous sommes un façonnier en fait de l'industrie pharmaceutique, nous ne sommes pas un laboratoire. C'est une entreprise française qui a une 30aine d'années et qui développe et fabrique des médicaments pour le compte de laboratoires, des grands, des très grands, des petits, des moyens, un peu toute taille de laboratoire. Nous sommes implantés en France avec 4 usines et un centre de développement, aux États-Unis, au Brésil et en Chine avec des usines dans l'ensemble de ces pays. Et nous sommes entre autres le leader mondial de la technologie Blow-Fill-Seal. Donc c'est les petites dosettes de collyre que vous avez certainement déjà tous et toutes utilisées. Voilà, donc on a fabriqué 4,5 milliards de doses de produits l'année dernière dans toutes nos usines, tous produits confondus. Voilà, on fait pas que ça, mais c'est vraiment notre technologie phare. Moi, je suis pharmacien de formation. J'ai rejoint cette société il y a 6 ans. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, je me présente, je suis Maria Dalcosiba. Je suis chimiste organicienne et je travaille chez L'Oréal depuis plus que 20 ans et en recherche et innovation. L'Oréal, donc, je suppose que vous connaissez, c'est leader mondial dans le cosmétique, 87 000 collaborateurs partout dans le monde, 4 000 chercheurs dans l'équipe recherche et innovation et effectivement, la durabilité et l'innovation, c'est intimement lié depuis des années dans notre activité. Et aujourd'hui, je dirige depuis 3 ans un incubateur de start-up qu'on a créé au sein de la recherche et innovation. Et parce que c'est un grand objectif pour nous de mieux travailler avec le start-up écosystème. Et c'est pour ça on s'est connecté avec RaiseLab et RaiseLab nous accompagne depuis 3 ans dans cette connexion entre un grand groupe et les startups écosystèmes. Merci à toutes les deux. Alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière dans des environnements à la fois évidemment industriels mais aussi de sciences, de recherche et de développement, de quelle manière l'innovation qui est intimement liée puisque c'est 2 casquettes que vous incarnez très fortement au quotidien, comment est-ce qu'elle vient s'articuler dans ces univers-là? Et on viendra peut-être sur un deuxième volet sur les grands enjeux de durabilité. Alors chez Unitaire, on a procédé à un grand changement d'organisation puisqu'on a décidé de séparer en fait l'innovation et le développement, de créer 2 cellules dédiées, 2 départements dédiés sous la même direction. Donc l'observation, c'était de dire que des personnes qui font l'ensemble développement et innovation, ça fonctionne pas en fait. Les collaborateurs sont focalisés sur le développement et n'ont jamais le temps, enfin en tout cas pas de temps suffisant à consacrer à l'innovation.
Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'opérer cette modification. Donc actuellement, j'ai 2 personnes et demie qui travaillent, qui sont entièrement dédiées à l'innovation. En termes de durabilité, donc avec la création de cette cellule, en fait, on a commencé par déterminer quelles étaient nos thématiques d'innovation, quels sont les champs dans lesquels on veut innover, puisqu'avant on était très dispersés et on s'était pas fixé de ligne directrice suffisante. Et parmi les 5 thématiques que nous avons retenues, il y en a une qui est directement sur la durabilité et tout ce qui est impact environnemental en fait de nos activités. Donc c'est une thématique forte que l'on travaille. Ceci étant dit, la durabilité n'est pas que l'apanage de cette cellule innovation, c'est une thématique qui est très transversale dans l'entreprise, qui est partagée dans différentes directions. Par exemple, nous avons le responsable RSE Group qui est rattaché directement à la direction générale. Nous avons un responsable développement durable qui est rattaché à la direction industrielle. Et donc, comme je vous l'ai dit, à l'innovation, nous avons une thématique de travail autour de ce sujet. Voilà. Donc nous, on a une organisation un peu différente. La partie recherche amont et le développement, c'est dans la même entité depuis des années. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une entité qu'on appelle recherche et innovation avec des sous-ensembles. Donc recherche amont, de la recherche amont jusqu'à développement. D'ailleurs, on l'appelle la recherche avancée, la recherche amont. Donc, au total, 4000 chercheurs. Et ces équipes travaillent étroitement ensemble, bien sûr, pour les produits futurs de beauté pour le marché et pour les consommateurs. Mais bien sûr, depuis des années, vraiment, la durabilité, c'est une grande problématique L'Oréal. On a créé notre premier laboratoire dans la recherche avancée au niveau de recherche environnementale en 1995. Donc, ça fait très longtemps. Et puis, donc, petit à petit, beaucoup d'initiatives ont émergé dans notre société, dans notre corporate. Et puis, finalement, en 2020, pour vraiment accélérer notre transformation au niveau durabilité, on a créé un programme très ambitieux qu'on appelle L'Oréal for the Future. Et c'est un programme qui a 4 grandes ambitions au niveau de 4 grands volets. Les ressources, la biodiversité, l'eau et la j'ai oublié le 4e. Ressources, biodiversité, l'eau et voilà, climat, oui, bien sûr le climat. Et donc on a 26 objectifs qu'on a fixés sur ces 4 grandes piliers et toute l'équipe recherche et innovation focalise là-dessus. Et comme on est assez nombreux et globalement, il faut mobiliser toute l'organisation chez L'Oréal, pas que la recherche. Il y a eu une entité au niveau de corporate directement attachée à notre PDG qui s'appelle l'équipe L'Oréal for the Future. Et donc, cette équipe assure que tout le monde soit mobilisé pour ce grand objectif avec des antennes, bien sûr, dans toute l'organisation chez L'Oréal, dans toutes les sous-équipes. Et justement, comment est-ce qu'on fait le lien entre ces grands enjeux de durabilité, donc qui peuvent émaner du niveau de la stratégie de l'entreprise et par ailleurs oula, on entend quand même. On entend quand même ou il faut faire une pause? Ah ok. Et comment est-ce que au niveau du métier, terrain, domaine d'application, après tout dépend comment on les appelle dans les différentes entreprises, mais comment est-ce qu'on arrive à faire cette corrélation entre ces différentes parties prenantes en interne pour faire en sorte que les sujets se déploient correctement? Alors, chez nous, on est en train de finaliser notre roadmap avec des objectifs pour chaque direction.
Donc évidemment, pour tout ce qui est climat, c'est plutôt la direction industrielle avec tous les impacts environnementaux qui est concernée. Et concernant ma direction, on est directement en lien avec la mission de l'entreprise, puisqu'un de nos enjeux, c'est de travailler sur des nouveaux modes d'administration des médicaments, notamment des médicaments ophtalmiques, puisqu'on est très impliqué dans cette ère thérapeutique. Et donc, le paradoxe, c'est que ça nous amène en fait assez loin de nos bases, puisqu'on travaille sur des formes qui ne sont absolument pas liquides et donc qui sont très loin en fait des formes que l'on fabrique actuellement et qui pourraient à terme remettre en cause complètement le business model, mais bon, c'est super intéressant. Donc ça, c'est un de nos enjeux principaux. On travaille également sur la biodiversité afin de réduire notre impact sur la biodiversité. Alors peut-être un peu à contre-courant de L'Oréal, nous on travaille plutôt à réduire l'utilisation des matières premières naturelles au profit de matières premières plutôt synthétiques. On travaille également, comme on construit pas mal de nouvelles usines à travers le monde, à réduire la surface de terrain construite en fait au minimum. Donc c'est des réflexions qu'on n'avait pas du tout encore il y a quelques années et qui arrivent sur le tapis grâce à ces enjeux de durabilité. Le troisième, c'est l'utilisation du plastique. Comme je l'ai dit, on est le leader mondial des blow-fill seal. Ces unités de dosage donc sont fabriquées en polyéthylène basse densité. Donc un matériau qui est aujourd'hui parfaitement recyclable, mais qui malheureusement n'est pas parfaitement recyclé dans notre cas du fait de la très petite taille des conditionnements. Donc ce sont des dosettes qui mesurent quelques centimètres dans le meilleur des cas, et en fait les filières de tri aujourd'hui ne permettent pas de recycler correctement les petits objets. Donc c'est un problème qu'on a, et on travaille du coup à diminuer la quantité de polyéthylène qu'on va mettre en œuvre. On travaille sur l'épaisseur des doses, leur forme. On travaille également à la réduction des chutes, au reprocessing, c'est pas très français, des chutes industrielles qu'on peut avoir pour les réutiliser nous-mêmes afin d'être plus vertueux. Et puis on est à la recherche de matériaux qui pourront à terme remplacer le plastique, mais comme on est dans l'industrie pharmaceutique qui est très réglementée, autant vous dire que c'est pas encore pour demain qu'on va trouver un matériau alternatif au plastique dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, last but not least, on ne travaille pas que sur du polyéthylène, on a aussi des emballages primaires et secondaires qui sont à base de complexes aluminium polyéthylène, alors qui, pour le coup, eux, aujourd'hui, ne sont pas du tout recyclables. Et donc là, on travaille avec des fabricants pour remplacer ces matériaux au profit de complexes qui, eux, deviendront recyclables à l'avenir. Voilà, donc c'est les 4 enjeux principaux sur lesquels on travaille dans ma direction innovation et développement. Maria. Donc, effectivement, nous avons quand même des enjeux assez similaires. Contrairement à vous, chez nous, tout le monde est sur les 4 grands objectifs. Donc, au niveau de climat, le grand objectif, c'est vraiment la décarbonisation de notre activité globalement à tout niveau de l'organisation de L'Oréal. Au niveau de biodiversité, c'est de la sourcing des matières premières et comment les produits, comment ils sont, par exemple, si ça vient de naturel, le culture durable, la régénérative agriculture, toutes ces problématiques comprendre vraiment avec nos partenaires à bras-corps et on travaille ensemble pour résoudre certains problèmes liés à la biodiversité. Au niveau de ressources, ça c'est une grande problématique qui concerne la recherche parce que L'Oréal s'est engagé que d'ici 2030, 95% de ces produits, ces formules vont contenir des matières premières biosourcées issues de minéraux abondants ou bien des technologies circulaires. Donc aujourd'hui, on est seulement à un peu plus que 60%. Donc on a encore quand même un long chemin à faire jusqu'à 95. Donc on est vraiment la recherche et innovation
est mobilisé sur cet objectif qui est vraiment lié à notre activité. Et le dernier, c'est l'eau, l'utilisation de l'eau. Et là, on a des plans d'action de l'amont à aval, donc la production, l'industrie, la production de nos produits pour le marché. Et effectivement, la plus grosse utilisation de l'eau, c'est les consommateurs. Donc, comment on peut changer les consommateurs, la façon de consommer l'eau auprès des consommateurs et l'utilisation de nos produits par nos consommateurs pour qu'on diminue l'eau utilisée pour nos produits. Voilà, donc ça, c'est nos 4 grandes ambitions. Donc ça fait en effet des belles ambitions que vous avez énoncées toutes les deux. Et comment, de quelle manière, donc on a fait, j'ai partagé ce constat que vous partagez évidemment. Je l'aurais pas fait toute seule dans mon coin sur le fait qu'aujourd'hui ces enjeux nécessitent d'aller chercher à l'extérieur un certain nombre de solutions potentiellement existantes ou encore parfois balbutiantes, mais en essayant de les co-développer. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quelle manière vous interagissez avec, ou en tout cas quel mode d'interaction vous avez avec ce monde extérieur et avec quel type d'acteurs aussi, quel type d'acteurs vous allez chercher pour répondre à ces problématiques à la fois business et stratégiques? Alors effectivement, ces dernières années, on a vu un grand changement chez nous au sein de l'innovation, dans le mindset des équipes. Et on est de plus en plus, enfin comme tout le monde, je pense, tourné vers l'extérieur. Il y a encore 5-6 ans, l'innovation et le développement, c'était l'affaire que de l'équipe R&D chez nous en interne. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en relation avec des incubateurs, avec des startups. On a d'ailleurs nous-mêmes lancé notre propre startup en 2020. Dans un domaine d'activité connexe au nôtre, mais quand même très différent, puisque c'est une start-up qui agit dans la santé digitale, qui s'appelle CureCall. Donc, rien à voir avec notre business model actuel de développement et de production des médicaments. Mais voilà, donc ça a été une expérience très, très riche pour nous, qui nous a d'ailleurs ouvert à d'autres modèles de collaboration auxquels on n'avait pas forcément pensé jusque-là. On est par exemple actuellement en train, cette semaine, normalement ça devrait être signé, en train d'investir dans une start-up française qui développe des nouveaux modes d'administration de médicaments. Et on a pas mal de projets, soit d'investissement, soit de co-développement en fait, de produits ou de technologies avec des start-up françaises ou étrangères d'ailleurs. Voilà, donc en fait cette expérience de lancement d'une start-up, ça a été vraiment une grosse révolution chez nous dans l'état d'esprit. Donc, nous aussi, ça fait des années on travaille bien sûr avec nos fournisseurs, avec certains partenaires industriels pour développer des technologies pour nos produits. On a des collaborations depuis assez longtemps avec les universités, des instituts sur développer des nouvelles connaissances et les nouveaux concepts, ce qui est assez nouveau. Et on s'est rendu compte que c'est extrêmement important, et je pense qu'on n'est pas le seul industrie, mais toutes les grandes industries qui s'est rendu compte qu'il faut absolument qu'on soit présente et on travaille d'une façon différente avec le startup écosystème. C'est vrai qu'on a eu des relations plus ou moins avec du succès avec des startups dans le passé, mais aujourd'hui, le startup écosystème explose. Il y a une capacité d'innovation qui est énorme et extraordinaire, une agilité, une rapidité que nous, grands groupes, même étant L'Oréal et assez dynamique, on a du mal à suivre des fois. Donc, il faut absolument qu'on développe, et on a décidé de justement développer des nouvelles façons de travailler avec les startups. C'est pour ça qu'on a créé plusieurs incubateurs. Il y a un incubateur à Station F qui est plus focalisé sur le digital. Et il y a 3 ans, on a créé cet incubateur, le incubateur Green Sciences, en étroite collaboration avec Genopole, pour incuber des startups dans le domaine des green tech et justement nous aider dans notre transition et transformation vers une beauté durable, la beauté durable et responsable de L'Oréal.
et on compte sur les startups aussi pour le faire. Donc, c'est une grande transformation pour nous. Et qu'est-ce que vous allez chercher chez ces acteurs? Qu'est-ce qui vous font gagner en... Enfin, je veux pas faire la question et la réponse. Moi, j'ai mes convictions, mais j'aimerais bien vous l'entendre dire pour... Alors, nous, on est allé chercher, en lançant cette start-up, une source d'inspiration pour des nouvelles façons de travailler. On est déjà une entreprise relativement agile, hein, mais on s'est dit qu'on avait certainement à apprendre du mode de fonctionnement du start-up. Et effectivement, ça a été un peu l'électrochoc hein, quand on a démarré avec eux. On a vraiment joué le jeu de ne pas faire d'ingérence en fait dans cette start-up. Donc, on a des boards réguliers avec eux, mais c'est eux qui prennent leurs décisions et on essaye de pas imposer en fait notre gouvernance, sans quoi ça n'a aucun intérêt. Donc, de ce point de vue-là, l'objectif était atteint. Ensuite, on est allé chercher, nous, un bénéfice d'image, je dirais, au niveau de nos clients qui nous percevaient pas forcément en tant que façonniers comme une entreprise très innovante. Du coup, ça a un peu changé leur perception. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites à faire de la santé digitale? On vous attendait absolument pas là. Donc, ça a été assez surprenant pour eux. Et puis aussi une espèce de remise en cause, mais tout en étant, il faut être très pédagogue avec les équipes en interne sur la R&D parce que il faut qu'ils vivent ça comme une complémentarité et non pas comme une compétition en fait avec leurs propres activités. Et ça, c'est un risque un écueil qu'il faut éviter au risque d'avoir démotivé complètement les équipes R&D internes qui pourraient se sentir menacées. Donc, ça demande pas mal de pédagogie. Alors, L'Oréal, je pense qu'il y a L'Oréal à l'image d'une société très innovante. Hein. Donc, ça a été créé en 1909 sur une innovation par un chercheur. Donc, et il a toujours gardé cet esprit de l'innovation. Et malgré ça, comme on est devenu une très très grande société, et bien qu'on garde l'innovation au cœur de notre activité, on s'est rendu compte que cet écosystème, on peut pas être en compétition de la richesse et la variété de cet écosystème. Donc, il faut absolument qu'on soit connecté et qu'on puisse et on mutuellement se rendre plus fort et qu'on apporte à cet écosystème quelque chose qu'il a besoin. Par exemple, l'aider de positionner leur technologie sur un marché, parce que ça, c'est important pour une start-up. C'est une des clés de réussite d'une start-up. Et le start-up peut nous apporter aussi l'inspiration, comme tu as dit, Nathalie, parce même nous, on a besoin d'inspiration. Et cette richesse de diversité, d'innovation qu'on pourrait jamais nous produire, même une grande société, nous, on pourrait pas produire. Donc, c'est vraiment, je trouve que travailler avec des startups et entre une startup et un corporate, créer des liaisons, c'est une situation gagnant-gagnant. Ça peut être une situation vraiment gagnant-gagnant. Ouais. Merci. Et donc on n'est pas, on parle souvent de ROI, retour sur investissement. Donc on n'est pas, c'est rassurant de se dire que dans l'innovation, on n'est pas nécessairement sur du ROI purement financier à court terme. Et même si il y a évidemment des enjeux financiers derrière, évidemment, mais qu'il peut y avoir aussi d'autres types de retours qu'on va aller chercher. Et j'ai pas mentionné, mais aussi nous on a cherché pas mal à renforcer la visibilité de l'entreprise et notamment pour l'attractivité des talents et pour favoriser nos recrutements. Je pense que sans surprise, vous êtes certainement très nombreux à expérimenter ça actuellement dans vos entreprises. Le recrutement est un enjeu clé, surtout dans des entreprises en croissance forte telles que la nôtre. Et le fait d'inculquer en fait cet esprit start-up dans l'entreprise, ça permet de capter des talents avec des profils un peu différents et des attentes aussi différentes de ce qu'ils seraient venus chercher avant chez nous. Oui, effectivement, ça peut pas être l'unique enjeu de travailler avec les startups, l'enjeu financier, bien que c'est important. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est toujours très important.
Mais il y a, pour nous, en tout cas, il y a un très grand enjeu, c'est notre transformation vers une industrie de beauté durable. Et ça, on a la conviction que les startups peuvent nous apporter. Et c'est pas un enjeu financier, c'est un enjeu d'image et c'est un enjeu de responsabilité sociétale. Donc ça, on a besoin aussi. Et en même temps, effectivement, avoir une image un peu plus dynamique, encore plus dynamique, une image plus dans le coopération, partage avec ses partenaires. Donc ça, c'est important aussi qu'on puisse développer. Et sans parler de nos collaborateurs en interne, hein, parce que on a besoin quand même ces 4000 chercheurs soient inspirés, dynamisés. Et ça, avec les startups écosystèmes, on peut le faire. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Hein. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que je me tourne vers le public, savoir s'il y avait des questions, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette conférence. Donc, si ça a suscité des... Pas nécessairement. Alors moi, peut-être juste une dernière, en tout cas de ma part, question, c'est est-ce que alors Nathalie, tu l'as mentionné sur le fait d'aller créer un nouveau business digital, donc vraiment décalé de votre cœur de métier habituel. Et toi, Maria, donc à la tête de l'incubateur, comment est-ce que ces interactions prennent vie avec cet écosystème de start-up, de technologies innovantes? Est-ce que c'est de la création d'activités? Est-ce que c'est du co-développement? Est-ce que avec de l'existant, du early, du très développé? Mais ça nous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Alors, nous, dans les activités de CureCall, c'est plutôt des activités nouvelles qu'ils développent. Mais au fur et à mesure du développement de la start-up, en fait, ils ont été amenés à pivoter, hein, comme on dit dans le milieu, et à identifier finalement des activités qui pouvaient être très utiles pour Unitaire en soi, et lesquelles activités n'avaient pas été forcément identifiées dès le début. En fait, c'est venu au fur et à mesure. Ils ont trouvé des activités complémentaires qui pouvaient être tout à fait intéressantes pour Unitaire et qu'on est en train de co-développer avec eux. Donc je dirais que c'est les deux, en fait, à la fois des activités en propre et du co-développement avec nos activités initiales. Merci. Donc, avec l'incubateur, j'ai envie de dire que on veut saisir ce qui commence. Hein. Donc, on veut travailler avec les startups qui commencent leur activité, qui ont quand même peut-être un brevet déjà qui protège et comme ça ils se sentent en sécurité vis-à-vis d'un grand groupe, mais vraiment très 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 au début de leur aventure. Et on veut les aider, on veut travailler avec eux pour explorer, pour faire avancer, pour créer des preuves de potentiel de leur technologie et dans une industrie qui est l'industrie cosmétique. Donc l'idée est vraiment passer un chemin ensemble, main dans la main, dans un mode coopération, collaboration, interaction. On crée une équipe commune avec un objectif commun dans un temps bien limité. Et on travaille avec eux pour développer leur techno, pour transposer de leur techno en cosmétique. Et si à la fin, il y a un moyen et l'intérêt de l'aller plus loin et faire un co-développement ou une collaboration plus étroite, ben, on le fait, on propose. S'il y a un intérêt pour investir dans le startup, on propose. Et si finalement l'intérêt ne s'avère pas à la fin d'incubation, tous les deux est gagnant parce que le startup peut partir avec le résultat et toutes les informations et toutes les données qu'on a générées ensemble. Et L'Oréal a enrichi d'une expérience technologique et en même temps humain aussi. Les équipes sont ravies de travailler avec les startups. Donc c'est vraiment, dans tous les cas, c'est une expérience positive. Gagnant-gagnant. Merci. Peut-être en conclusion de vos expériences respectives, qu'est-ce que vous auriez à partager comme la bonne pratique, le Rex positif de en tout cas ce que représente l'innovation dans les univers comme les vôtres? Alors chez nous, je dirais que
pour que ça marche, hein, l'innovation et a fortiori le lancement d'une start-up, il faut vraiment que ça soit porté par le top management. On a la chance d'avoir un PDG qui croit depuis toujours en la force de l'innovation et qui porte ça très très haut dans les valeurs de l'entreprise. Et sans lui, franchement, rien n'aurait été possible, hein, parce que cette start-up n'aurait jamais été lancée. Ça a été fait, il n'y avait pas du tout la majorité du COMEX qui était en faveur de ce lancement. Et il a fini par trancher et nous dire j'ai écouté tout le monde, mais c'est ma décision et on va faire ce projet parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et quoi qu'il arrive, et même si c'est pas un succès, ça nous permettra de grandir et de faire d'autres projets derrière, ce qui s'avère parfaitement exact. Donc pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Et le deuxième point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de faire preuve de pédagogie au niveau des équipes R&D internes pour qu'ils ne se sentent pas menacés par l'innovation apportée par l'externe. Ouais, je peux être que d'accord avec toi. Le top management et de nos directions de L'Oréal aussi est capital dans le comment dirais-je, pour faire avancer l'innovation chez L'Oréal aussi. Et d'ailleurs, c'est le cas encore une fois dès le début de la création de L'Oréal. L'innovation était vraiment très très important pour tous les PDG de L'Oréal. Mais le deuxième point que L'Oréal a toujours mis en avant, que dans l'innovation il faut la science. Donc ils ont toujours positionné les équipes scientifiques et c'est pour ça qu'on est en recherche avancée depuis très très longtemps au cœur de l'innovation. Donc nous on a toujours été chez L'Oréal très très focalisé sur la science, les chercheurs, l'équipe de chercheurs, développement de nos chercheurs et le bien-être, la motivation de nos chercheurs internes. Et en même temps, effectivement, la connexion avec le monde extérieur, c'est indispensable pour l'innovation, surtout depuis quelques années. Et effectivement, notre capacité à signer les interactions les plus adaptées avec le monde extérieur, c'est indispensable, y compris avec les startups, indispensable pour l'innovation. Et y compris peut-être, je rajoute un deuxième volet, dans certains cas, pouvoir signer des partenariats stratégiques avec nos compétiteurs s'il s'agit des questions planétaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau et que depuis très peu de temps que L'Oréal y pense et commence à proposer. Et on a signé déjà quelques partenariats comme ça sur certaines problématiques. Ouais, c'est effectivement un constat qu'on fait nous-mêmes sur les enjeux climatiques, notamment de gestion des déchets. C'est pas un sujet en fait qu'on peut adresser tout seul parce que d'un point de vue déjà technique c'est assez complexe et d'un point de vue économique c'est absolument pas viable de supporter ces coûts par nous-mêmes à 100%. Donc en fait c'est vraiment un enjeu de filière, donc avec les concurrents, avec les fournisseurs, avec les utilisateurs finaux. En fait c'est tous les acteurs de la filière qui doivent travailler ensemble, coopérer pour pouvoir trouver des solutions pour l'avenir, mais chacun dans son coin, c'est assez peu probable qu'on arrive à trouver des solutions viables. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. C'est rassurant de se dire que l'intelligence collective prime sur voilà, et que ces grands enjeux sont bien adressés. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là et on vous souhaite un bon salon et une bonne poursuite de journée. Merci. Merci Maria, merci Nathalie.